passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui cherche aussi la réparation. Il y a eu un moment donné où j'ai demandé, supplié ma mère de parler. Et je lui ai dit que c'était pour moi un vrai problème qu'elle n'ait pas parlé. Et elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas, que pour elle, tout ce qui était avant-guerre n'existait plus. Et que si je voulais faire remonter ça à la surface, elle deviendrait folle. Donc, elle m'a dit non. Il est des silences qui trouent l'histoire, la petite et la grande. Des silences qui transmettent des traumatismes dans les corps des nouveau-nés. Des lignées de femmes qui reproduisent le geste, le rôle, le silence. Vivre une vie de femme réduite à prendre en charge la famille, travailler la terre et se reproduire. Se reproduire contre son gré. Faire des fausses couches et garder le silence. Se faire exploiter son corps comme l'on exploite la terre. Être une femme et ne pas avoir un corps à soi, un temps à soi, une vie à soi. La vie est le destin de centaines de femmes dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Des histoires que l'on a peu entendues de la bouche de celles qui l'ont vécues. Mais les générations passent et la réparation se fait nécessaire. Donc Vanne ou Vanne ? Van He. Que peut le théâtre dans le besoin de réparer l'histoire, la petite et la grande ? Sarah Van Heu retourne sur la scène du théâtre pour raconter sa version de l'histoire. Elle permet un rituel où les fantômes donnent de la voix, des rituels de convocation pour performer les gestes absents. Elle propose un spectacle comme une offrande et des images pour réparer le passé et permettre le présent. Dans son spectacle Mémé, Sarah Van Heu rend hommage à ses deux grands-mères, Mémé et Oma. Et elle est mon invitée dans ce 59e épisode du Beau Bizarre. Bonjour Sarah Van Heu. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Le Beau Bizarre. Vous présentez votre spectacle Mémé au Théâtre de la Bastille dans le cadre du Festival d'automne. Mais la dernière fois que l'on s'est vu, c'était à Bruxelles, dans un parc sous la pluie, où vous présentiez votre projet L'école nomade Bodies of Knowledge dans le cadre du Festival Kunsten Festival des Arts. D'ailleurs, souvent vos projets sont un peu en extérieur ou prennent un peu des formes hybrides et inédites. Pourquoi pour Mémé, vous avez eu besoin de revenir à la boîte noire, de retrouver la scène et la frontalité avec le public? C'est vrai que, disons que la moitié, même plus que la moitié de mes projets aura lieu dehors, les institutions d'art, disons. Donc, c'est pas forcément que dans l'espace public, ça peut être aussi dans les écoles, dans les prisons, dans des salles de réunion. Et puis, il y a une autre partie qui est dans le théâtre. En fait, je pense qu'en général, dans mon travail, je me concentre toujours sur les histoires qui sont invisibles ou les voix qu'on n'entend pas. Et parfois, je trouve que c'est nécessaire d'utiliser l'espace de théâtre pour pouvoir raconter une histoire très précise. Parce que c'est vrai que j'adore travailler dehors avec les gens, mais là, ce que je fais dans ces cas-là, c'est plutôt que moi, je crée des cadres pour des autres gens à créer, à raconter, à s'imaginer. Et parfois, je veux aussi raconter une histoire qui est propre à moi, avec une valeur universelle et toujours sur des histoires qui normalement ne sont pas entendues. Cette fois-ci, notamment c'est l'histoire de mes grands-mères. C'est quand même aussi un geste politique par rapport au paysage politique aujourd'hui en Flandre qui est très de droite, d'extrême droite. Et dans les dernières années, on a beaucoup essayé de glorifier un peu le passé de la Flandre. Toujours sur les grands faits, les grandes victoires, les hommes. Et à un moment, je me suis dit, bon, j'ai aussi
ma vision sur ce passé, ma manière de la vivre qui est à travers des grandes-mères. Et ça, c'est aussi quelque chose qui lie beaucoup de gens pas seulement en Flandre, mais presque partout, pour tout le monde qui vient un peu de Provence, en Europe, va reconnaître que ça peut être un hommage, mais aussi un rituel. Et pour moi, le théâtre, c'est quand même un espace pour le rituel et pour la magie et pour le spectre, si tu veux. Et bien justement, Mémé est un hommage à vos 2 grands-mères décédées. Vous nous plongez dans votre histoire familiale issue de cette Flandre occidentale dont vous parlez. Vous donnez à entendre un récit intime que l'on retrouvait peut-être moins dans les précédents projets, la part intime et personnelle. Quelle est la genèse de ce projet ? Est-ce que vous diriez que vous aviez rendez-vous avec vos 2 grands-mères pour enfin raconter leur histoire ? En général, je pense que pour moi, cette dimension autobiographie n'est pas tellement importante. C'est plutôt que je trouve que quand j'utilise la scène pour raconter une histoire, c'est mieux que c'est mon histoire et de ne pas approprier des histoires des autres personnes. Soit que peut-être si elles le racontent eux-mêmes, oui. Mais je trouve que moi, j'ai le droit de raconter mon histoire, mais c'est l'histoire de beaucoup de personnes, dans le lignage matriarcal, sur le transfuge des classes, tout ça. Mais en même temps, par exemple, quand j'ai créé Oblivion, qui était une pièce qui a sorti 2015, là, il s'agit d'une collection de mes ordures. Ça aussi, ça avait une très grande intimité, mais c'était le même. Pour moi, c'était aussi le portrait d'une personne de l'Ouest aujourd'hui qui vit dans cette société. Ce qui est peut-être spécial avec Mémé, c'est qu'il y a, dans l'intimité, il y a une grande douceur aussi. Donc j'ai aussi trouvé que, aussi avec tout ce qui se passe dans le monde, je veux créer des images et des espaces qui invitent potentiellement à une guérison plutôt que provoquer encore plus de violence. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est si intime aussi que mon fils soit là, qu'il y a ma maison qui est là, que c'est vraiment, oui, dans l'intimité d'une vie. Mais la question de la temporalité, pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a une maturité pour que vous vous disiez c'est le moment de raconter cette histoire-là ? Je pense que comme quand j'ai réalisé Oblivion, ça m'a fort confrontée avec le fait que je suis quand même aussi cette personne de l'Ouest qui a tendance à jeter pour pouvoir faire du progrès. Et quand j'ai fait Oblivion, je me suis vraiment réalisée qu'il y a tant de choses à apprendre du passé, mais que je ne peux pas uniquement faire ça sur un niveau abstrait, que c'est vraiment aussi mon passé. Ça veut dire quoi pour moi? Et puis, il y a des choses qui se sont passées dans ma vie où j'ai pris un intérêt pour tout qui est le trauma intergénérationnel, l'épigénétique, comme les mémoires, les émotions qui voyagent dans les corps à travers des générations. Ce qui veut dire que peut-être tu as des comportements, des pensées, des blessures qui n'appartiennent pas que à toi, mais qui appartiennent déjà à tes parents, à tes grands-parents. Et je pense que c'est quelque chose de très fort, cette science. C'est une science, mais ça fait aussi partie de... C'est pas que la science, ça fait aussi partie de chamanisme et tout ça. Si moi, je veux, dans mon travail, attaquer des grands thèmes politiques, c'est aussi important que je regarde d'où moi je viens. Et ça n'a pas été facile pour moi parce que c'est vrai que, comme on peut aussi voir dans la pièce, c'est pas nécessairement une région que j'aime. C'est une région typiquement, provinciale, conservateur, patriarcale. C'est tout ce que je n'aime pas, en fait. Oui, à un moment, je me suis dit, mais il faut que je comprenne tout ça. Tout ce comment ça m'a marqué, comment ça a marqué les personnes qui ont venu avant moi, comment ça marque les générations maintenant. Donc, on peut dire que, pour revenir à ta question, que la motivation était personnelle et politique. Je veux dire, pour faire exister un mort, je pense qu'une bonne manière de faire, et pour le faire exister de manière, je veux dire, paisible, pacifiée,
qui ne vous entraîne pas dans des choses, dans des aventures peut-être un peu compliquées au vu de la rationalité. Ce sont des gestes. Et là, je vais dire, le geste fait exister le mort déjà. Donc ça veut dire, en fait, un geste à l'égard d'un mort, ça peut être vraiment ce qu'on pourrait appeler un rituel de convocation. Que le mort se présente ou ne se présente pas. Mais d'une certaine manière, le fait de faire le rituel de convocation, il est déjà là. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rituel de convocation? Je veux dire, c'est très banal un rituel de convocation. Vous savez, une de mes amies qui me dit, je porte les chaussures de ma grand-mère afin qu'elle arpente encore le monde. Moi, j'appelle ça un rituel de convocation. Pourquoi? Parce qu'elle fait exister, elle continue à faire exister. Mais ça peut être aussi plus... quelqu'un qui me dira, moi, je demande, quand vraiment c'est difficile, je demande conseil à ma mère. Et souvent, je reçois un signe qui me donne une réponse. Je continue à faire des choses qu'elle aimait faire. Je vais à la pêche maintenant parce que c'était ça qu'il aurait souhaité faire avec moi. Et des choses comme ça. Et donc, tout ça, c'est des rituels de convocation. La philosophe Vinciane Després vient de publier Au bonheur des morts, parle ici de la capacité qu'ont certains rituels de convocation de créer une forme de communication avec les morts. Est-ce qu'en créant votre pièce Mémé, il y avait l'idée de créer aussi un rituel, vous le disiez un peu plus tôt, mais un rituel pour convoquer la présence de vos grands-mères et de créer un dialogue avec elles sur scène? Et comment ça se matérialise le rituel pour vous dans ce projet? Mais ça a commencé très tôt, juste déjà par l'idée de attribuer à elle beaucoup plus d'attention que j'avais jamais fait avant. Donc ça veut dire collectionner des histoires, des témoignages de membres de famille qui sont encore vivants, avoir ces conversations, déjà pour commencer avec ma propre mère et mon père, des questions pour que j'ai jamais eu l'occasion de les poser, de regarder les photos de mes grands-mères, et puis de plus en plus... oui, vraiment, les gestes que mes mains font déjà, l'évocation en tant que les voir, de sentir leur présence, c'est quoi leur caractère, leur énergie. Par exemple, dans la communication avec mes collaboratrices, fortement avec Tosli Abril de Dios qui a fait toute la scénographie, toute l'épopée, dans le fait que je les ai dû évoquer pour elles, parce qu'elle devait s'imaginer, elle devait imaginer toute la famille. Mais par exemple aussi, quelque chose qui m'a touchée fort, c'est que c'est moi qui ai acheté les robes pour les deux poupées de grand-mère sur scène. Et je suis allée au magasin et pour pas compliquer des choses, j'ai dit « je cherche des robes pour mes grand-mères ». Et c'était comme elle était vivante et après avoir choisi la robe, je pouvais aller chez elle pour le donner. Et hier, il y avait ma cousine dans la salle et elle a dit « c'est exactement ce qu'elle portait ». Et puis, oui, par les histoires qui ne sont pas toujours positives, par les différentes voix aussi. Donc toute la famille qui parle à travers de moi, pas que moi. Et puis aussi le moment que je suis sur scène. Là, il y a des moments que je les sens fortement, spécialement dans ce moment où je les appelle. Quand d'abord j'ai raconté les deux histoires, la vie de Mémé et la vie de Oma, et je les appelle, j'ai une vision très claire de elle, qu'elle soit là. Et la magie du théâtre qui me permet de performer des gestes vers elle que je n'ai pas eu l'occasion dans ma vie, de les toucher, notamment d'être proche de elle. Mais aussi, je pense que là, elles sont plus mortes. Elles sont là. Mais je les sens aussi en moi. Ce qui se passe parfois quand je fais la pièce, je fais beaucoup de choses dans la pièce. Je dois réfléchir beaucoup, je dois manipuler toutes les choses. Mais il y a quelque chose fascinant qui se passe par rapport à moi, qui est en même temps un peu juste un channel, un médium pour passer toutes les histoires. Mais comme je voyage dans le temps, je pourrais aussi être elle, je pourrais aussi être moi aujourd'hui, je pourrais être aussi l'enfant dans les vidéos. Donc, il y a aussi quelque chose qui se passe dans le temps, qui devient très compact dans le spectacle, où ça, l'idée de mort qui est la fin de vie, est un peu disparaît un peu. Donc, en fait, pour moi, dans le spectacle, elles sont très vivantes. D'ailleurs, Vinciane Després a été mentionnée à moi avec quelqu'un d'autre avec qui j'ai eu une conversation. Et elle était mentionnée par rapport à l'évocation des morts et le fait que les morts
tu peux les questionner, mais elles ne vont pas répondre, ce qui est le cas aussi dans la pièce. Je les adresse, mais elles ne vont pas me répondre. Elles me laissent avec des questions, en fait. Mais en même temps, il y a une affirmation par leur présence, quand même. Mais justement, il faut peut-être préciser, parce qu'on ne l'a pas encore fait, que dans Mémé, vous êtes seul sur scène. Vous jouez tous les personnages. Vous jouez donc, comme vous le disiez, la fille, la mère, la grand-mère et même cette messagère dont vous faites un peu le canal, comme vous le disiez, des histoires. C'est une forme plus documentaire qu'auto-fictionnelle, on pourrait dire. Il y a quand même une restitution d'histoires vraies, d'histoires de votre famille. Il n'était pas envisageable pour vous de faire jouer les rôles de vos grands-mères par des comédiennes, et pourquoi c'est cette forme-là qui vous a intéressé, et qu'est-ce que vous cherchiez dans ce cas en portant ce récit dans l'espace symbolique d'une scène de théâtre? J'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais eu l'idée d'inviter des comédiennes, par exemple. J'avais le désir d'avoir beaucoup de différentes voix, surtout. Peut-être c'est ça aussi, le mort, le spectral, ça se dit en français. Le fantôme, pour moi, c'est plutôt des voix que des êtres vivants. Oui, c'est dans les voix. La voix a fortement cette dimension. Mais puis, c'est quand même aussi une pièce qui parle beaucoup sur la corporalité. Je voulais aussi quelque chose qui représentait surtout les deux grand-mères. Ça, c'était clair dès le début. Et je savais que je voulais les inviter dans un espace très doux, queer, féministe. Je parlais toujours d'un pillow talk, tu vois, que la scène qu'on a avec nos amants et amantes, que je pourrais avoir ça avec les grand-mères. Donc, c'est pour ça que j'ai imaginé que ça doit être des poupées. Mais peut-être aussi que ça serait trop difficile. Je pense que ça n'aiderait pas l'imagination pour mettre des vraies comédiennes là-bas. Ça deviendrait trop concrète. Et en fait, c'est peut-être plutôt, la pièce parle plutôt du geste et la possibilité d'évocation et de mémoire que de vouloir jouer, représenter vraiment ces deux femmes. Est-ce que peut-être ce serait le moment de résumer un peu l'histoire que vous racontez sur scène? Parce que c'est vrai qu'on parle de grand-mère, on parle d'évocation, mais il y a quand même une particularité ou une importance qui a fait que pour vous, c'était important de porter leur récit et visibiliser leur histoire sur le plateau. Pourquoi? Pour moi, c'est l'histoire de deux femmes qui ont vécu une vie qu'elles n'ont pas choisie. Et l'une a géré ça bien, fortement, avec du courage, avec l'énergie, et l'autre avec beaucoup de difficultés. Mais en fait, c'était le même genre de vie qui est partagé avec beaucoup de femmes de cette génération, donc nées Première Guerre mondiale ou juste après la Première Guerre mondiale, dans cette partie à Flandre qui était très catholique, donc pauvre, aussi très pauvre, surtout Mémé, dont le rôle était de faire des enfants et de travailler. Donc son corps était exploité comme la terre était exploitée, pour tous les deux. Et elle n'avait pas vraiment de choix sur ce qu'elle pouvait faire dans la vie. Et c'est une réalité qui est toujours là, malheureusement, pour beaucoup de femmes aujourd'hui, chez nous et dans d'autres régions du monde. Et toutes ces attentes qui étaient là vers elle aussi en tant que maman, la maman qui doit être soignante, qui doit soigner, qui doit aimer aussi, et qui en fait peut rien vouloir pour elle-même. C'est un peu ce qui est partagé dans ces deux histoires. Et oui, pour moi, c'est une histoire d'exploitation. Je ne vais pas dire de l'abus, mais c'est proche. Oui, c'est aussi, donc dans la pièce, on voit aussi mon fils, moi qui vis avec mon fils aujourd'hui dans une ville, dans un appartement, pendant que mes grands-mères vivaient dans les champs, qui devaient travailler les champs avec beaucoup d'enfants, 7 et 9 enfants et encore quelques morts-nés qui sont même pas mentionnés. Et tu vois aussi dans la pièce justement le transfuge de classe qui est aussi très typique pour cette génération dans les régions dont on parle, mais c'est le même en France. Hein. Je veux montrer d'où je viens en tant que femme, en tant que féministe aujourd'hui, et quand même grâce à elle aussi. Et aussi signaler que malheureusement c'est toujours comme ça aussi, que c'est pas parce que nous,
typiquement classe d'abord ouvrier sont montées à classe, disons maintenant moyenne bas. Oui, maintenant il y a d'autres femmes qui jouent encore ce rôle. Donc pour moi, c'est aussi faire cette connexion avec toutes ces femmes encore aujourd'hui. Oui, alors vous interprétez le prendre soin comme un prélèvement. Moi, c'est une interprétation différente. Je pense que prendre soin, c'est un geste d'enveloppement, c'est un geste de soutien, c'est un geste de support, c'est un geste de portée. Un peu comme dans le holding de Winnicott, qui parlait lui aussi du care cure d'ailleurs. Et le holding, pour lui, c'est le geste maternel primaire qui consiste à porter l'enfant. Et la qualité du holding est la qualité fondamentale pour que l'enfant existe. Il faut que l'enfant soit bien porté pour qu'il se porte bien plus tard. Et le prendre soin, c'est plutôt ça, c'est prendre dans ses bras finalement. C'est prendre dans ce sens de soutenir, de tenir, de supporter, de porter, de aussi se porter, se comporter. Donc c'est une forme fondamentale du soin, parce que le soin n'est pas juste une attention abstraite, le soin c'est un soutien très concret. Et finalement, nos corps n'existent que par la façon dont les autres en ont pris soin. Une de mes grandes thèses sur le soin d'ailleurs, parce que on dit souvent comment je vais prendre soin d'autrui. Mais en fait, avant d'être des sujets du soin, nous avons été les objets d'un soin. Nous avons été les objets du soin de quelqu'un. Si personne n'avait pris soin de nous, nous ne prendrions pas soin des autres. D'abord, nous n'en serions pas capables. Et peut-être que le soin est comme ça, bizarrement transitif, avec une transitivité aussi des ambivalences du soin, de la méchanceté dans le soin, de la violence dans le soin, de l'abus de pouvoir dans le soin. En tout cas, le soin transporte avec lui toutes les aventures de la psychologie interhumaine. Dans votre spectacle, l'expression « prendre soin » revient à plusieurs reprises. Ici, le philosophe Frédéric Worms revient sur la définition qu'il donne de cette expression. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette expression, dans votre spectacle et pour la lignée des femmes de votre famille ? Pourquoi cette expression revient de manière importante dans votre spectacle ? Dans les 4 premières phrases que le monsieur mentionne, c'est encore la mère. C'est le soin toujours lié à la figure de la mère. Oui, ça c'est quelque chose qui revient dans ma pièce, que cette obligation, enfin, cette demande de porter, c'est toujours aux dépens des femmes, de la mère. Et qu'elles n'ont pas nécessairement choisi pour faire ça. Et pour moi, aussi dans ma vie, ce n'est pas que la mère qui prend soin. Oui, malheureusement, c'est souvent moi qui prends soin, mais ça ne devrait pas être comme ça. Donc, dans la pièce aussi, j'ai une citation de Janet Winterson qui parle justement sur la figure de la mère, mais là, je rajoute aussi qu'on peut toujours parler du soignant primaire, que ce ne soit pas nécessairement la mère biologique. Et en fait, dans les 2 familles, chez Mémé et chez Oma, et fortement chez Oma, chez ses enfants, il y a une grande colère vers elle parce qu'elle est la mère, elle est considérée comme la mère qui n'a pas pris soin, qui n'a pas porté, qui s'est dit aussi dans la pièce s'est dit qu'elle pensait qu'à elle. Et ça, c'est pas bien pris. De tous les 7 enfants, ils n'arrivent pas à parler avec l'amour de leur mère parce qu'ils ont très fort cette attente de elle, qu'elle était là pour soigner. Et là, ça se voit que dans des générations après, comme moi et mes sœurs, j'ai 2 sœurs qui peuvent dire mais pourquoi elle ne pouvait pas ? Parce que d'abord, elle ne voulait pas. En fait, c'était une personne qui n'avait pas envie d'être mère. Elle n'avait pas envie de travailler la terre, elle n'avait pas envie d'être mère. Et elle devait être paysanne et mère de 7 enfants. Et elle n'était pas bien, elle avait des grands soucis psychiatriques. Et toujours, il y a cette reproche qu'elle n'a pas été là en tant que mère. Et moi, j'oppose ça fort dans la pièce, que je trouve que c'est trop dur de toujours charger les mères avec ce grand besoin de care. Donc ça aussi,
c'est une question politique pour moi. Si le cœur est plus... Ça c'est aujourd'hui aussi. C'est comme ça dans ma vie aussi. Hein. C'est vrai que c'est toujours moi, en tant que maman, qui prend en charge les charges mentales, les charges pratiques, affectives. Que ça aussi, que c'est une chose à résoudre dans une communauté, que c'est pas une question d'une relation même que intrafamiliale. Mais pour revenir à l'extrait, je pense qu'il définissait effectivement, en prenant l'exemple que le bébé, il sort d'abord de la mère et c'est la première personne qui en prend soin, mais au-delà de la question genrée de la prise de soin, c'est ce qui me semblait important aussi à souligner, c'est qu'on ne peut pas prendre soin si on n'a pas pris soin de nous. C'est-à-dire c'est quelque chose d'abord à recevoir avant de transmettre. Et au-delà de la question de vouloir ou ne pas le vouloir, c'est un savoir déjà intuitif ou pas, parce qu'on a reçu. Et prendre soin se traduit dans le récit, dans le spectacle. C'est plutôt prendre en charge la maison, le quotidien, l'organisation, plutôt que prendre soin. Parce que j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'ai vu du spectacle, c'est que l'affection, elle manquait. Enfin, le geste tendre, il manquait. C'était plus prendre en charge tout le monde que de prendre soin de tout le monde, non? Oui, c'était géré. Et comme tu dis, c'est très possible que c'est lié au fait que tous les deux grands-mères ont perdu leur mère très tôt. Oma, elle avait 3 ans et Mémé, elle avait 5 ans. Et en fait, tous les deux, elles ont grandi sans mère. Donc, elles n'ont pas encore, dans l'histoire de corps, elles n'ont pas vécu ça dans leur corps. Ça n'existe pas dans leur corps. Donc comment ils doivent savoir comment faire? Et ça, oui, c'était très présent. Ma mère me dit toujours, comme elle était la 9e, qu'elle a été éduquée par ses frères et sœurs, mais il n'y avait pas cette affection, il n'y avait pas de soins. Juste au moment, quand elle est devenue démente, en fait, et elle pouvait recevoir et donner l'affection. Ça, c'est vraiment une chose à... Quand tu ne l'as pas reçu de manière physique, affective, comment apprendre ça? Et ça aussi, dans la pièce, je pense qu'on peut voir que ça se guérit que par des générations. Donc, ça veut dire que je pense que le grand contraste est là quand mon fils filme mon corps et tu vois une intimité entre fils et maman, que ce soit possible, c'est que à cause du temps et les circonstances qui changent, et que nous aussi, on a appris, ou moi, j'ai appris de faire du travail à moi-même, de pas répéter nécessairement la douleur qu'on a reçue, toutes les choses qu'on n'a pas reçues, mais de penser, de pouvoir penser à qu'est-ce que je veux maintenant donner à une nouvelle génération. Justement, des chercheurs comme Boris Cyrulnik ou Connie Svabo défendent l'idée que la transmission intergénérationnelle se fait aussi par le souvenir d'un traumatisme non vécu, et cette transmission peut se faire à travers des histoires familiales, des comportements parentaux, des schémas de pensée ou des facteurs biologiques. Est-ce que, avec votre projet Grand-mère, il est question de réparer et de soigner ces traumatismes dont vous êtes ni la coupable ni le sujet, mais dont vous êtes d'une certaine manière héritière aussi? Oui, certainement. Et je me sens favorisée en tant qu'artiste que je peux faire ça, que je peux créer un espace qui départ d'un imaginaire et d'une fiction et d'un symbolisme pour pouvoir faire ça, mais aussi pouvoir avoir recherché professionnellement et privément justement toutes ces théories épigénétiques, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, parce qu'en fait, c'est aussi une guérisseuse qui a dirigé mon attention vers le fait que peut-être je réagis comme ça, ou il y a une émotion en moi qui, en fait, n'appartient pas à moi dans ma vie, dans le start et stop de ma vie, mais que je porte avec moi depuis. Et puis, elle a mentionné ma grand-mère. Et là, j'ai vraiment fait clic parce qu'elle a dit quelque chose que je n'avais pas compris. Même si, théoriquement, je connais les théories sur le trauma intergénérationnel. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à étudier, mais aussi à connaître et comprendre des choses. Par exemple, je ne savais pas que... Bon, je ne veux pas devenir trop privée non plus, mais je ne savais pas que mes 2 grand-mères avaient perdu leur mère si tôt. Chez moi aussi, comment moi j'ai grandi, il n'y avait pas beaucoup d'affection. Mais puis quand
j'ai compris comment ils ont été éduqués, comment ils ont grandi, j'ai compris pourquoi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est possible par le temps et par le travail avec le corps, vraiment. Le travail avec le corps, les émotions, les rêves aussi. C'est pour ça qu'il y a aussi 2 rêves dans la pièce. Il y en avait plus. Les rêves qui veulent quand même dire des choses aussi. La marionnette exprime des choses qui sont comme un prolongement de la vie intérieure de l'acteur. C'est souvent une sorte de miroir des paysages intérieurs des personnages humains. Et en cela, la marionnette m'intéresse. Ce qui m'intéresse toujours, ce sont les disciplines qui expriment des choses au-delà des mots. Je pense que c'est un espace qui est de l'ordre de ces images qu'on peut parfois ressentir. On a certaines images qui sortent d'un rêve. On a l'impression qu'elles sont lourdes, elles ont envie de vous parler, elles vous troublent le matin. Et je pense que c'est plus dans cet univers-là qu'on fonctionne. Ce qui est intéressant dans la marionnette, je crois que c'est un double aspect. C'est-à-dire que la marionnette trouve une sorte de relation avec le spectateur à 2 niveaux. D'une part, la marionnette est le symbole de quelque chose, et d'autre part, je pense qu'on a chacun chez nous une part d'animisme qui nous reste du fond des âges et aussi de l'enfance, où l'on croyait qu'un arbre avait une âme, que la lune aussi avait une âme, il y avait des êtres qui vivaient sous les eaux, etc. Enfin bon, et je pense que là, la marionnette, on sait naturellement que c'est un manipulateur derrière, on ne cherche même pas à le cacher puisque le manipulateur est sur scène. Mais il y a un moment où on a envie presque de se dire que le personnage existe vraiment. Et c'est cette partie, je crois, animiste qui fonctionne à ce moment-là. Quand l'acteur se trouve confronté avec ses objets et avec ses marionnettes, il y a quelque chose d'étonnant qui se passe. La marionnette, si on la laisse tomber, elle est morte. Mais elle a quelque chose d'éternel, on va dire, alors que l'acteur, lui, il va rester le temps de sa vie. Et il y a donc une sorte de dialogue sur le temps et sur la mort aussi, qui fait que l'acteur, à son tour, devient encore plus vivant par rapport aux matériaux, et il y a une sorte de circulation entre les deux, ce qui fait que d'un seul coup, le comédien, sur scène, prend une existence étonnante. Un extrait avec le marionnettiste Philippe Gentil qui explique la puissance symbolique qui se dégage à travers la présence de la forme marionnette sur scène. Dans votre spectacle aussi, vous avez fait le choix de vous entourer par ces présences un peu alliées pour donner corps à votre récit. Pourquoi vous avez eu besoin de vous appuyer sur la complicité de la marionnette, mais dans plusieurs formes, je dirais, de marionnette, pour convoquer les fantômes de vos ancêtres ? Oui, justement, comme je disais avant, qu'il y avait le désir avoir plusieurs présences sur scène. Toutes les présences liées à la famille, ça veut dire les 2 grands-mères, leur mari, leurs enfants, et que c'est beaucoup. Et avant, j'entendais que des voix, et puis je me suis demandé comment je peux les représenter. Alors j'ai repensé à une rencontre que j'avais eue avec Tosli Abril de Dios à Mexique en 2018. J'étais à Oaxaca, dans la campagne, je donnais un workshop avec une groupe de théâtre mexicain, La Jarticas Tiradas al Sol. Tosli, elle était là et elle travaillait des masques avec les enfants. Et j'aimais beaucoup la façon comme elle travaillait les masques parce qu'il n'y avait rien de sacré. Moi, je connais une tradition de masque qui est assez sacrale comme ça. J'aime pas. Et c'était elle travaillait avec le carton et c'était le plus simple masque possible. Donc, ce qu'elle faisait, je trouve, elle mettait pas l'importance dans l'objet même, mais dans la relation. Et c'est ça que je fais toujours dans mon travail aussi. Alors, je l'ai invitée d'imaginer ce monde de la famille avec moi. Et c'est venu tranquillement parce que d'abord, j'avais juste l'idée de vouloir 2 poupées de Oma et Mémé. Mais quand j'ai écrit le texte, j'ai compris que le monde de Oma et Mémé et mon monde aujourd'hui et le monde de paysage sont très très différents au niveau de texture et de présence et que chaque partie a besoin de sa propre matérialité en fait.
Et alors, on a travaillé ça ensemble. Quel monde appartient avec quelle partie de texte. Donc, c'est beaucoup de travail avec le textile. J'ai beaucoup parlé avec elle sur comment je vis la famille, ce que ça représente. Et c'était clair qu'avec Mémé, comme elle était aussi comédienne elle-même, Mémé, je devais jouer. Mémé et les enfants devaient être là. Et l'histoire de Oma, j'ai écrit en troisième personne parce qu'il y a beaucoup plus de distance là. De la partie des voix que moi j'ai entendues. Il y a beaucoup de distance. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec le théâtre d'ombre et avec les poupées de Oma et grand-mère sur un setting qui a un géant lit, mais aussi un paysage et aussi le temps qui passe, des poupées de vraie taille, qu'elles pouvaient être à mon niveau, mais je ne suis pas marionniste et c'est ça aussi que j'ai aimé dans le travail de Tosli, que très vite on a compris que je ne vais pas essayer de manipuler les poupées. Ce n'est pas mon skill, mon compétence, mais on reste vraiment dans une représentation et ce qui compte, c'est moi qui anime ces poupées. Mais j'essaie pas de leur faire vivre, j'essaie pas de les représenter comme des vrais humains. Ce qui est important, par exemple, dans la relation avec les poupées de grand-mère, les deux grand-mères, c'est justement toute la douceur et toute la tendresse et la façon de les manipuler plutôt que ce qu'elles peuvent faire. Donc, il ne s'agit pas du tout d'une virtuosité de la marionnettisme, mais plutôt encore, oui, je peux connecter avec cette idée d'animiste aussi, oui, animiste, oui, qui est quand même le rituel aussi, qui est des objets qui d'abord veulent peut-être rien dire. Par notre attention et notre dédication, on les fait vivre, pas que pour nous, mais aussi pour les autres gens qui sont invités au rituel. Justement, pour essayer de déjouer le silence qui troue un peu l'histoire familiale, vous convoquez dans votre pièce vos deux grand-mères à ce que vous appelez, et ce que vous avez un peu mentionné plus tôt, le pillow talk. Vous les symbolisez justement par des formes de marionnettes à taille humaine. Mais si au début de la pièce, le récit a pu exister tel que vous le connaissez vous, ou tel qu'on vous l'a un peu raconté, à la fin, pour faire cette conversation, vous heurtez au silence quand même, encore une fois. Vous évoquez les lectures qui ont changé votre vie de femme moderne avec les marionnettes de vos deux grand-mères, mais elles restent donc inertes, inanimées, et vous restez quand même sans réponse. Quel était l'enjeu pour vous de cette scène ? Ce serait mon désir de leur pouvoir accueillir dans mon monde aujourd'hui, qui est aussi là grâce à elles. Ce serait mon désir de pouvoir leur accueillir dans un univers très doux, mais aussi un univers intellectuel. Donc c'est l'endroit où j'aimerais bien les rencontrer une fois. Oui. Donc l'idée vraiment des différents cours, c'est vraiment d'ouvrir à la richesse de pouvoir penser à travers une autre langue. Ça, pour moi, c'est aussi vraiment au cœur de cette réflexion cette année, savoir et partager cette idée que le langage et la langue qu'on parle n'est pas la traduction de ce qu'on pense, mais elle forme notre manière de penser. C'est-à-dire qu'on pense différemment en parlant français, par exemple, qu'en parlant une autre langue. Et que justement, pour la présence et absence de certaines catégories, de certaines expressions, de la manière de composer les phrases, la langue influence en quelque manière, forme nos pensées. Et apprendre une autre langue, ça veut dire s'ouvrir aussi, pas simplement au fait anecdotique de pouvoir parler ou dire quelques phrases, mais aussi de pouvoir aussi marginaliser notre façon de penser pour pouvoir s'ouvrir aussi à la possibilité qu'il y en a d'autres aussi. Et donc c'est là, la vraie rencontre en quelque manière, elle n'est pas simplement dans la possibilité de parler.
On le disait plus tôt, vous avez créé votre spectacle Mémé au Kunstenfestival des Arts à Bruxelles où vous êtes basé, un festival porté par les deux communautés officielles du pays, la communauté flamande et la communauté wallonne francophone. Ici, Daniel Blanca-Goubet, directeur artistique du festival, revient sur l'un des axes de la programmation autour de la langue. À Bruxelles, justement, 180 nationalités cohabitent et 8 langues sont quotidiennement parlées. On peut dire que la langue est un sujet en soi dans cette ville, mais c'est aussi une question au travail dans votre spectacle où il y a 3 niveaux de langue et d'adresse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment vous avez articulé cette écriture en 3 niveaux? Je suis d'accord avec ce que Daniel dit, en fait, que penser dans une autre langue, parler dans une autre langue nous invite ou force à penser différent, mais aussi être différent. Je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est de parler mon patois publiquement. Parce que parler le patois, c'était connoté avec le populaire, le paysan, le bas. En fait, on avait une expression pour le néerlandais qu'on devait parler à l'école et le patois, on parlait chez nous. Il y avait personne, en fait, qui pouvait parler ce néerlandais. Mais quand j'étais petite, l'abréviation était Algemeen Beschaafd Nederlands. Ça veut dire néerlandais général civilisé. Donc, c'était connoté avec mieux que le patois. Donc déjà, on devait apprendre une langue, c'est le néerlandais standard que personne parle, en fait. Oui, pour nous identifier avec une culture plus haute, plus intellectuelle, plus... du monde, quoi. Mais ça j'ai toujours eu des difficultés avec. En plus, j'ai aussi vécu aux Pays-Bas, j'ai vécu dans de différentes régions en Belgique et je ne sais pas quel néerlandais je parle. Je change quand je suis à Gand, quand je suis à Amsterdam, je change. Donc, le néerlandais, c'est une langue qui est très alien pour moi. C'est une langue écrite, en fait. Il n'y a personne qui parle ça. Mais on a été forcés, justement, comme je faisais aussi des études dans les arts scéniques, il y avait ce standard néerlandais que j'ai jamais aimé. Et le patois, c'était refusé. Et je pense que j'avais quand même fort incorporé les choses avec qui c'était connoté, comme provincial, disons. Alors, pour beaucoup d'années, je me suis sentie très confortable en anglais parce que Quand je travaille en anglais la plupart du temps. J'étudie tout en anglais, tout ce que j'ai lu, c'est en anglais. Et c'est ma langue professionnelle. C'est aussi très confortable parce que c'est pour la plupart des gens avec qui je travaille, c'est la deuxième langue. Donc, il n'y a pas cette pureté, par exemple, que dans le français, avec qui je me sens moins confortable. Donc, ces 3 layers, ces 3 différentes langues sont très liées à 3 différentes personnes en moi. Et à 3 différentes phases de ma vie aussi. Disons, le patois jusqu'à mes 16 ans, très connoté avec cette région dont je parle, le paysage qui est plat où on ne peut pas se cacher, sur lequel pèse le silence. Le néerlandais, qui est un peu entre les deux, mais qui est aussi la langue que je parle avec mon fils aujourd'hui à Bruxelles. Et puis l'anglais qui est la performeuse, l'artiste internationale. Parfois, quand je dois parler de mon travail, par exemple, en néerlandais, j'arrive pas parce que la terminologie que j'utilise, je connais ça d'un discours anglophone. Donc, c'est très, très confusing. C'est troublant de reconnaître ça. Je me sens de différentes personnes. Je sens aussi que la voix change beaucoup quand je parle une langue ou l'autre. Il y a une résonance dans le corps. Et je pense que c'est vrai pour beaucoup de gens qui ont fait un voyage ou autre. Donc, ça peut être comme ça, comme moi, mais ça peut être aussi langue d'immigration. On associe une langue avec une partie de sa vie, avec une région et autre langue, et comment les combiner. Il y a une phrase dans la pièce que je dis que le silence d'un monde entier à moi qui ne peuvent s'exprimer que dans une langue et pas dans une autre. C'est ça, c'est comme... Par exemple, ces silences que j'évoque dans la pièce, les silences qui sont pour moi liés à la région d'où je viens et de la famille dont je viens, ces silences n'existent pas pour le Sahara qui vit en anglais. J'ai éliminé ça. Je suis très directe, je parle très direct, je dis ce que je pense
pendant qu'en Flandre, en tant que fille de Provence, je n'étais pas invitée à faire ça. Donc, je voulais, dans mon corps, dans la pièce, je voulais intégrer toutes ces générations de femmes, mais aussi toutes ces personnes que moi je suis quand même aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on est une personne. Je pense qu'on est plusieurs personnes et la langue symbolise ça très fort. Et pour revenir au spectacle, pour un peu mieux comprendre, donc il y a 3 niveaux de langue, je disais. Donc il y a le patois néerlandais, le néerlandais que vous parlez à votre fils. Et comme là, vous le jouez à Paris, donc il y a aussi une couche en français, mais je pense qu'à l'origine, en tout cas à Bruxelles, cette partie-là, elle était en anglais. Et c'est la partie qui est donc l'adresse directe au public. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus pour expliquer un peu dans ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire pour dire des choses, il y a un usage d'une langue et pas d'une autre. Donc c'était évident pour moi que je voulais m'adresser à mes grands-mères et avec elles je parle le flamand, le flamand occidental notamment. Donc c'était clair que tout ce qui était lié à la vie de mes grands-mères aussi quand ces enfants parlent, c'est ma famille, c'était tout dans le patois. Quand je les adresse directement, c'est le patois. Quand je parle avec mon fils, c'est le néerlandais, c'est uniquement dans le film. Je parle l'anglais ou bien ici le français quand c'est la Sarah d'aujourd'hui dans son monde qui parle avec le public qui est devant elle. Justement, pour remplir les trous aussi du silence, vous diriez que naviguer entre les langues est une solution. Ce que l'on ne peut pas dire dans une langue, on peut le dire dans une autre pour inventer des réponses manquantes dans la première langue, peut-être. Mais je pense que c'est pour ça, par exemple, que je parle des livres que je lis maintenant et que je dis aussi qu'ils sont en anglais. Oui, je partage avec elle le monde que j'ai construit pour moi qui est lié avec une langue. Et là, c'est très clair avec le livre, par exemple, qui est mélangé d'ailleurs avec mon fils qui parle aussi sur ce qu'il, lui, il veut donner, qu'on essaye de temporaliser, de laisser le temps et les langues se rencontrer là-bas, dans les 15-20 dernières minutes de la pièce, je pense. Parce que là, je mélange très vite toutes les langues. Mais c'est aussi, à ce moment-là, un rituel à moi, peut-être, d'essayer de devenir entière, peut-être, de réunir la Sarah flamande occidentale, la Sarah néerlandophone, la Sarah anglophone ou francophone, de dire que oui, c'est une personne qui parle. Et par rapport à la question de la langue et de l'adresse, justement, qu'est-ce qui change pour vous de jouer la pièce à Bruxelles ou à Paris? Comment elle est reçue à Paris, vous diriez? Ce serait au public de dire. Je trouve qu'il y a une belle attention dans le public. Ce que j'entends des réactions, c'est que ça appelle aussi aux mémoires du public de leur grand-mère et de leur voyage qu'ils ont fait. Bien sûr, le niveau de langue, c'est plus difficile. Je ne pense pas qu'ici, même si on joue avec les couleurs, on comprend toujours la différence avec le néerlandais que je parle avec mon fils et le patois que je parle. Donc ça, je ne saurais pas dire. J'ai choisi de le faire quand même en français, même comme vous attendez, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Parce que je sais que je peux parler, parce que dans ma vie quotidienne à Bruxelles, je parle le français, mais je n'ai pas l'habitude de parler le français sur scène, parce que sinon le public doit lire tout le temps. J'ai fait la performance à Marseille et le public je faisais en anglais. C'était tout sous-titré en français et c'est quand même exigeant au niveau de la quantité de textes. Donc c'est pour ça que je voulais avoir ce rapport direct avec le public et je sens que ça fait une différence, même si c'est un peu clumsy parfois, mais je sens que là on peut avoir une connexion directe qui est importante. Sur ce projet, vous avez collaboré avec les artistes Tosli Abri de Dios et Iblis Guardia Ferragotti, des femmes artistes engagées. Est-ce que vous envisagez votre travail dans les collaborations comme aussi un espace d'engagement féministe et politique nécessaire pour vous aujourd'hui? Tout à fait. C'était une démarche extrêmement riche, soignante aussi. Je pense qu'on sait, même si
Donc, Tosli, elle habite encore en Mexique. Ibeliz, elle habite à Amsterdam, mais elle est bolivienne-mexicaine. Et je travaille avec Christine aussi, qui est flamande aussi. Je pense que ce qui nous liait vraiment, qu'on a appris quand on était déjà en train de travailler, c'est la classe. C'est d'où on vient, parce que tous les quatre, on ne vient pas d'un milieu intellectuel, pas d'un milieu artistique. Et ça se sent parce qu'il y a un esprit un ethos de travail très fort, un ethos d'être vraiment engagé, d'être là pour chacune et de vouloir tout essayer, quoi, de faire tout. Tous les quatre, on a toujours fait tout. Et ce qui était quand même très spécial, c'est que même les femmes sud-américaines, elles ont reconnu leur grand-mère. Alors c'est ça qui m'a fait comprendre que c'est autre chose, c'est une histoire de classe aussi. Et ça aussi que dans l'art, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Lié à ça, il y a l'appréciation de travail, aussi de travail manuel. Et je pense que ça se voit aussi dans la pièce. Comme ça se dit en français, labor, la labeur est présente. Tu vois ça dans toute la scénographie, aussi dans la musique, parce qu'il y a des vrais instruments qu'elle a utilisés, microtonal d'ailleurs. Donc c'est très craft, de savoir-faire, oui. Tous les quatre, on est aussi attachés au savoir-faire. Dans le démarche, c'est important comment on travaille, qu'on crée ensemble et que même si à ce moment-là, c'est une histoire à moi que je vais raconter, qu'elles peuvent se projeter et créer leur univers, que c'est une co-création. Au début, j'ai même dit que, peut-être c'est un peu bizarre la question pour elle de travailler à une pièce sur mes grands-mères, mais alors on a compris que c'est pas qu'une pièce sur mes grands-mères. Ce que moi j'aime bien dans la co-création, et en fait c'est ce que je fais toujours, c'est qu'on ne peut pas déterminer tout. Je travaille jamais d'une idée fixe, mais ça émerge par des forces qu'on met ensemble. Et les choses ne sont pas séparées. Alors je vais encore travailler avec les deux aussi pour une prochaine pièce parce que ça me tient au cœur. Mémé se joue jusqu'au 6 décembre au Théâtre de la Bastille à Paris avec le Festival d'automne. Les autres dates de tournée sont à vérifier sur compo.nu. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous aimez ce travail, sachez qu'il est désormais possible de le soutenir. Vous trouverez le lien Tipeee dans la bio. Merci de votre soutien et merci de votre écoute.